Chapitre 1. Le coup à Baker Street. C'est par une nuit de fin octobre, alors qu'un vent d'est violent charriait l'amertume de la Tamise, que je me retrouvai une fois de plus devant la lueur joyeuse de notre feu de cheminée à Baker Street. Londres était enveloppée d'un de ses plus épais brouillards d'automne, ce miasme jaune qui étouffe les poumons et réduit les réverbères à de faibles halos dans l'obscurité. En une telle saison, la compagnie de M. Sherlock Holmes n'était jamais aussi bienvenue, car il pouvait, avec la même aisance, égayer l'esprit par ses brillantes déductions, ou le plonger dans les plus profonds mystères de la méchanceté humaine. Mon ami s'était, comme d'habitude, plongé dans sa correspondance matinale, tandis que je m'efforçais de prêter attention à une revue médicale. À vrai dire, mon regard se posait plus souvent sur la silhouette agitée qui faisait les 100 pas devant moi. Les longs doigts nerveux de Holmes se croisaient et se décroisaient derrière son dos, tandis qu'il traçait un chemin du foyer à la fenêtre et vice-versa. Ses traits fins et aquilins exprimaient cette expression de concentration abstraite que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à une effervescence intellectuelle. « Voyez-vous, Watson, dit-il soudain sans préambule, la lettre que nous avons reçue ce matin de l'inspecteur Lestrade est aussi maladroite qu'urgente. Il parle de troubles au dock de Limehouse, et pourtant, nul besoin de se rendre sur place pour comprendre que son problème ne concerne pas les fantômes, mais les hommes. J'avoue avoir sursauté, car j'avais à peine lu le message, le considérant comme une de ces histoires fantaisistes que le public se plaît à associer à une rive brumeuse. « Des fantômes, Holmes ?» demandai-je. « Une ou plusieurs silhouettes aperçues, errant dans les entrepôts la nuit, vêtues de blanc, une lanterne à la main. La superstition gagne du terrain parmi les dockers. Des marchandises ont été laissées sans surveillance, et même un vol a été signalé. Lestrade l'appelle le fantôme de Limehouse et craint des émeutes parmi les hommes. Un voyou banal, exploitant la crédulité des marins qui ont bu plus de gin que de bon sens. Et pourtant, les yeux de Holmes brillaient d'une lueur intérieure particulière. Le vol concernait un objet singulier, Watson, un lot de jade chinois rare, destiné à un collectionneur de Belgravia. Cela, je pense, élève l'affaire au-delà de la simple supercherie portuaire. Avant que je puisse répondre, un coup retentit à notre porte, sec, insistant, chargé d'un frisson de désespoir. Madame Hudson fit entrer un homme, emmitouflé dans un pardessus, encore imprégné de l'humidité de la nuit. Son visage, pâle et tiré sous la lueur vacillante de la lampe, avait l'expression caractéristique d'un homme poursuivi par des ombres, réelles ou imaginaires. « Monsieur Holmes, dit-il, essoufflé et s'inclinant légèrement, pardonnez-moi cette intrusion. Je m'appelle Jonathan Elmsley. Je vous demande votre aide dans une affaire qui m'a privé de sommeil et qui menace mes moyens de subsistance. On dit que vous êtes le seul homme à Londres capable de percer le voile de ce fantôme. » Holmes inclina gravement la tête, indiquant à notre visiteur la chaise en face de lui. Ses longs doigts se croisèrent sous son menton, et il regarda l'homme avec ce regard perçant, celui d'un faucon, qui dépouillait les faux-semblants aussi facilement que le vent d'automne dépouille les feuilles. « Vous parlez des troubles au dock de Limehouse, » dit Holmes plutôt que de lui demander. Les yeux d'Elmsley s'écarquillèrent. « Tu les connais déjà ?»« Mon métier, monsieur, c'est la connaissance, » répondit Holmes, une pointe d'amusement sardonique aux lèvres. « Mais racontez-nous avec vos propres mots ce qui vous est arrivé. » C'est ainsi que notre client commença une histoire des plus curieuses. Il était, semblait-il, le gérant d'un entrepôt sous douane à Limehouse, chargé de la garde des marchandises en provenance d'Orient. 3 nuits plus tôt, le gardien avait quitté son poste, racontant l'histoire d'une silhouette spectrale qui dérivait parmi les caisses, sa lanterne luisant comme un feu follet. Le lendemain matin, une précieuse caisse de sculptures en jade fut découverte manquante. Pire encore, la nouvelle s'était répandue parmi les dockers et les marins, et rares étaient ceux qui osaient désormais s'approcher de l'entrepôt après la tombée de la nuit. « Il ne s'agit pas seulement de ma réputation, monsieur Holmes, » dit Elmsley en se tordant les mains. «
Si d'autres chargements sont perdus, l'entreprise me ruinera. Pourtant, aucun voleur ordinaire n'aurait pu emporter une caisse aussi lourde sans aide, et personne ne gardera les lieux tant que ce maudit fantôme rôde. Je ne pus m'empêcher de sourire devant l'absurdité d'un voleur spectral, mais Holmes me fit taire d'un regard. « Vous en avez assez dit, monsieur Helmsley. Ce n'est pas une affaire de fantôme, mais de chair et de sang. Je me rendrai à votre entrepôt ce soir même. » Le soulagement se lisait sur le visage de l'homme, quoique teinté d'inquiétude. Après avoir pris congé, Holmes resta longtemps près de la fenêtre, scrutant le brouillard jaune au-delà, où le faible cliquetis des fiacres flottait dans l'obscurité. « Watson, dit-il enfin, va chercher ton revolver. J'imagine que ce fantôme de Limehouse se révélera moins éthéré et plus dangereux que notre client ne le suppose. » Et ainsi commença l'une des aventures les plus étranges et les plus périlleuses qu'il m'ait été donné de raconter. Chapitre 2. L'ombre sur Limehouse. J'ai souvent remarqué que le moindre incident peut, entre les mains de Holmes, devenir la clé d'une serrure inattendue. Avant de nous aventurer, dans les recoins brumeux de Limehouse, une petite diversion s'offrit à nous à Baker Street. Bien que sans rapport avec notre mission principale, elle illustrera son talent singulier. Nous avions à peine terminé un souper matinal, Holmes ne prenant que du café et un morceau de pain, comme à son habitude lorsque la perspective du travail aiguisait son appétit pour les stimulants plutôt que pour la nourriture, qu'on sonna timidement à la porte. Madame Hudson annonça une femme de chambre d'une pension voisine, qui avait apporté pour inspection à Holmes un gant de cocher en cuir, doublé de polaire et frotté jusqu'à le faire briller à l'intérieur du pouce droit. La jeune fille, quelque peu angoissée, expliqua que sa maîtresse avait été effrayée par l'apparition du cocher, qui avait laissé le gant sur le pas de la porte avec un mot disant qu'il viendrait le chercher le lendemain et implorant la restitution de ses biens et de sa dignité. Le mot, d'une écriture grossière et inculte, portait une tache d'encre bleue à la signature. La maîtresse de la femme de chambre, une veuve nerveuse, craignait une ruse ou une imitation. Holmes jeta un coup d'œil au gant, et ses lèvres tressaillirent. « Votre cocher est un homme honnête, récemment sur l'eau, et sa femme blessée attend son heure, dit-il. Il a conduit une personne venant de Paddington et a perdu ceci en soulevant une malle. Il viendra ce soir, pas ce matin. » La servante le fixe du regard. « Monsieur, comment saviez-vous » Holmes plaça le gant sur son long index et son pouce. Le pouce droit est patiné par l'habitude. C'est le signe d'un marin qui joue du banjo aux heures creuses. Mais il y a une tache de sel sur la couture extérieure et une légère odeur de goudron. Pas un banjo de marin d'eau douce, mais celui d'un marin récemment débarqué. L'encre bleue de sa note est de la variété la moins chère que l'on puisse trouver chez les marchands de bord de rivière. Observez la trépointe intérieure, raccommodée avec du gros fil de marin. Pourtant, le gant lui-même est de meilleure qualité que celui qu'un marin achète. Ainsi, l'homme s'est mis à conduire un fiacre pour se nourrir. La tache se trouve sur la signature parce qu'il a été appelé avant qu'elle ne sèche. Il a donc un client qui l'attend, et le tracé des roues du fiacre, clairement visible dans la bruine sur les pas de votre maîtresse, se dirige vers Marylebone Road et m'indique que son affaire se situe à l'ouest, probablement à partir du terminus ferroviaire. Le soir plutôt que le matin, car le gant est humide à l'extérieur, sec à l'intérieur, perdu au cours de la dernière demi-heure et trempé par la rosée. Début du brouillard. La servante fit une révérence, mi-effrayée, mi-ravie. « Et l'épouse blessée, monsieur ?»« Un homme honnête épouse une femme honnête, » rétorqua Holmes, « et un gant honnête ne se conserve que par nécessité. Cette nécessité est rarement une simple bouche. » Il jeta une cendre dans la cheminée. « Rends le gant et dis à ta maîtresse que je n'enverrai pas de facture. » C'est sur ces notes de divination sans effort que nous nous sommes mis en route pour les docks, où des forces plus intenses seraient très bientôt requises. La nuit avait baissé son rideau sur Londres, et le brouillard semblait, si possible, encore plus épais qu'auparavant. Une de ces nappes troubles qui s'accumulent le long du fleuve, saturées des exhalaisons des navires et des entrepôts, sentant le chanvre humide,
la fumée de charbon et la légère acidité du poisson. Un fiacre nous emportait vers l'est. À travers ce voile de ténèbres jaunes, je distinguais les silhouettes imposantes des entrepôts, leurs mâts tels des aiguilles noires sur fond de lune poudreuse, et çà et là le clignotement d'une lanterne, ou l'œil rouge d'une braise de tabac, signalant l'endroit où un veilleur, plus courageux ou plus crédule que ses collègues, tenait son poste. Holmes resta silencieux, son profil pointé comme un couteau vers la fenêtre, les yeux mi-clos, comme en communion avec un calcul intérieur. « Watson, dit-il enfin, la superstition est l'impôt que l'ignorance impose à la peur. Notre tâche sera de déterminer sur quelles épaules est tombé le sac du collectionneur et qui compte la pièce. J'avoue, dis-je, que l'idée d'un spectre voltigeant parmi les caisses est plus risible qu'inquiétante. Pourtant, un gardien a pris la fuite et une caisse de jade a disparu. Comment un fantôme pourrait-il malmener du bois et des cerceaux de fer ? Exactement, murmura Holmes. Vous constaterez que les hommes du fleuve sont assez courageux le jour, mais la nuit, le fleuve a une voix. Il leur murmure des choses noyées et des dieux étrangers. Une lanterne et un drap, c'est économique quand on n'a pas d'armée. Notre taxi s'engagea dans un chemin étroit, et nous nous arrêtâmes bientôt devant un portail où une unique lampe à huile luttait vainement contre le brouillard. Monsieur Jonathan Elmsley nous attendait à l'entrée, son chapeau baissé pour se protéger de la neige qui perlait déjà sur son manteau. Il nous accueillit avec un soulagement palpable et nous conduisit le long d'une allée de barils et de balles empilés jusqu'à un bâtiment bas dont la porte, solidement barrée, fut aussitôt ouverte par un homme nerveux en vareuse. « Voici Monsieur Pierce, notre commis, » dit Elmsley. « Il a tenu l'inventaire ces 3 dernières années. » L'homme Pierce était pâle et maigre, avec un regard tiré, celui d'un homme qui a mal dormi ces derniers temps. « Vous avez eu des ennuis, » observa Holmes, non sans gentillesse. « Quel ennui, monsieur ?» répondit le commis. « Il n'y a pas un homme sur les quais qui monte la garde après la tombée de la nuit, pas depuis 2 nuits. J'ai fait de mon mieux, mais le fantôme... » Il se retint, rougissant. « Pardon, monsieur Elmsley. Je veux dire, la personne. » Nous fûmes admis dans l'entrepôt, une caverne d'ombre et d'odeur. La lumière des lampadaires éclairait des rangées de caisses frappées de caractères chinois, d'autres marquées des symboles des compagnies maritimes, ancres, griffons, monogrammes couronnés. L'endroit résonnait creux sous nos pas. Au fond, un petit bureau de bois et de verre avait été installé sur une estrade surélevée qui surplombait le sol telle une chaire. Holmes aspira de l'air par les narines et se dirigea vers la caisse la plus proche. Il se baissa et toucha une tache sur le sol. « De l'huile, » dit-il en levant le doigt vers la lumière. « De l'huile à lampe bon marché. C'est une chose que votre fantôme n'avait pas l'intention de quitter. » Il se déplaçait avec une agilité qui m'étonnait toujours en pareilles circonstances. Ses longs bras et sa silhouette mince se glissant entre les piles, lanterne baissée, s'accroupissant de temps à autre pour examiner une minuscule tâche. « Combien d'entrées, monsieur Elmsley ? »« 2, monsieur, les grandes portes là-bas. » Il désigna 2 vastes portes cerclées de fer qui donnaient sur la rivière, et la porte latérale par laquelle vous êtes entrés. Des clés ? 3 jeux. Le mien, celui de monsieur Pierce, et celui du contremaître. Le contremaître garde le sien dans un coffre-fort chez lui. « Laissez-moi voir les verrous de la porte de la rivière, » dit Holmes. Il s'approcha et, d'un coup sec sur le fer, se déclara satisfait. Non forcé. « Et la porte latérale aussi, je suppose. » Pierce confirma, ajoutant que la porte latérale présentait des traces d'éraflure près du seuil, mais pas de nature à indiquer une quelconque force brute. Holmes ne répondit rien, bien qu'il observât le seuil avec une attention minutieuse, sa lentille étincelant tandis qu'il examinait le chêne usé et la marche en pierre à l'extérieur. Il demanda ensuite qu'on lui montre l'emplacement de la caisse disparue. On nous conduisit dans une allée où la poussière et les limailles de scie étaient plus épaisses qu'ailleurs. Là, un rectangle de sol plus propre annonçait la présence récente d'un objet imposant.
Je pouvais voir des marques sur les planches, des rainures parallèles et peu profondes. Dérapage, murmura Holmes. Une caisse des dimensions que vous décrivez serait glissée et non soulevée. Combien d'hommes seraient nécessaires pour la déplacer? Au moins 4, dit Helmsley. Holmes secoua la tête. 2 suffiraient, avec un levier adéquat et une aide supplémentaire. Il examina à nouveau les rainures, puis projeta sa lampe autour de lui, et d'un mouvement rapide se baissa pour ramasser un fil fin qui s'accrocha à un éclat de la planche. Ah! Il le présenta à la lumière. C'était un simple filament pâle, presque translucide. Une toile d'araignée? Ai-je risqué? De la soie, dit Holmes doucement. De la soie fine. Trop fine pour un mouchoir de docker et trop pâle pour une écharpe de marin. Il empocha le fil et poursuivit son examen. Il gravit bientôt les marches du bureau. La vitre était sale, le rebord jonché de connaissements, d'un grand livre aussi large qu'une bible de famille et d'un porte-plume en laiton orné de 2 plumes. Holmes se pencha pour scruter le sol, juste derrière la porte du bureau. « Watson, » appela-t-il, « veuillez vous tenir ici. » J'obtempérai. « Alors, » dit-il à Helmsley, « qui a utilisé ce bureau pour surveiller l'étage la nuit? »« Personne, monsieur. Plus depuis le départ du gardien. C'est moi qui viens le jour, monsieur Pierce le jour, et le contremaître en cas de besoin. » Holmes désigna le parquet. « Observez la pièce près de la porte. Plus propre, polie jusqu'à un éclat presque terne. Quelqu'un s'y est souvent arrêté ces derniers temps, les bottes plantées, tournant sur le talon. Le grain est poli en demi-cercle. La poussière s'amincit vers la vitre. » Pierce déglutit. « Je ne saurais dire qui c'est, monsieur Holmes. » « Peu importe. » Holmes se redressa, prit le registre sur son support et tourna plusieurs pages, son doigt parcourant les colonnes avec la rapidité d'un changeur. La caisse de jade, adressée à Sir Joseph Warfield de Belgravia, reçue il y a 8 jours, le étoile céleste. Il referma le livre et le remit en place d'un geste si précautionneux qu'il reprit exactement le même contour de poussière. Un employé soigné, me dit-il à part. Le porte-plume ne bouge pas de plus d'1 centimètre par jour. Il s'approcha de la vitre et regarda de nouveau le sol, le visage inexpressif. Nous sommes redescendus. Holmes a demandé qu'on éteigne les lanternes, sauf une, et qu'on la ferme pour ne laisser passer qu'une étroite lumière. Cela fait, la longue caverne s'est affaissée dans une obscurité veloutée, seulement percée par la lame étroite de la lumière. Nous sommes restés immobiles, à l'écoute. Du dehors nous sont parvenus le clapotis de la rivière contre le quai, le cliquetis étouffé d'une chaîne, et une fois, un appel lointain dans une langue étrangère. Un rat s'est glissé quelque part parmi les ballots. « La peur naît du silence, » murmura Holmes, « et le silence peut être façonné. »« Qu'en déduis-tu » murmurai-je. « Que notre fantôme comprenne la scène sur laquelle il se produit. » Il se tourna vers Helmsley. « Parlez-moi de votre veilleur. »« Il s'appelle Hargreaves, un vieux soldat, » répondit Helmsley. « Il est stable le jour, mais il jure que la 2e nuit, il a entendu des gémissements comme ceux de noyés et a vu une silhouette vêtue de blanc passer entre les caisses, une lanterne éclairant le sol. Il s'est enfui. » Les vieux soldats ne sont pas faciles. « À mettre en fuite, » dit Holmes. « Où trouve-t-on Hargreaves ? » « Dans un pub à proximité, le Dragon de Chine. Il n'a pas repris ses fonctions. »« Nous allons lui parler, » dit Holmes. « Mais d'abord, le seuil de la porte que vous avez dit être éraflé. » Il nous ramena et s'accroupit de nouveau, posant la lanterne à volets sur le sol et en traçant la fente sur la pierre comme un couteau. « Voilà. Vous voyez, Watson ?» Je me suis agenouillé à côté de lui. Des égratignures, faibles, parallèles comme les dents d'un peigne. Exactement. Ce sont les traces d'une échelle ou d'un cadre similaire traîné sur le rebord. Remarquez aussi la légère trace d'huile. Pas de l'huile de lampe cette fois, mais quelque chose de plus épais, de l'huile de machine. Maintenant réfléchissez avec moi. Une silhouette drapée et une lanterne apparaissent parmi les caisses. Le gardien s'enfuit. Le lendemain, une lourde caisse a disparu.
La porte de la rivière n'est pas forcée, ni la porte latérale. Le bureau dispose d'un point de vue souvent utilisé ces derniers temps. Le seuil porte la trace d'un cadre traîné. Quelque part, un fin fil de soie s'accroche et se casse sur une écharde. « Helmsley » m'exclamai-je, « vous êtes infesté de contrebandiers, pas de spectres. » Les yeux de Holmes brillèrent d'amusement. « Une déduction, Watson, mais ne vous laissez pas distancer par les chiens. La contrebande est un délit trop courant pour expliquer tout cela. Pourquoi la soie? Pourquoi la mise en scène raffinée d'un fantôme? Et pourquoi une seule caisse de jade alors que du café et de l'opium, tous deux abondants, traînent? Il y a ici un esprit qui pense de manière théâtrale, peut-être même artistique. » Helmsley, qui se tordait les mains, l'agitation grandissante, s'exclama. « Alors, vous croyez que le char est toujours dans la rivière, monsieur Holmes, ou caché à proximité? Car comment ont-ils pu l'emporter sans charrette? Personne n'est entré ni sorti par la porte. Monsieur Pierce et moi avons tenu le journal, et le garde-quai de nuit jure qu'aucun chariot n'est passé. » Holmes le regarda d'un œil attendri. « Courage, monsieur Helmsley. Ne désespérons pas de la raison. Si la ruse quittait l'entrepôt, elle le faisait par l'une des trois voies suivantes. Les grandes portes donnant sur la rivière, la porte latérale donnant sur la ruelle, ou... » Il marqua une pause. « En haut. »« Vers le haut » répéta Pierce surpris. Holmes inclina la fente de la lanterne vers l'obscurité des chevrons, où d'épaisses poutres couraient telles des nervures noires le long du plafond. Une poulie là, ou une passerelle vers l'entrepôt adjacent, pourrait faire l'affaire. Pourtant, j'imagine que nous aurions entendu des témoignages de cordes et de poutres gémissantes. Et ces poutres, il en frappa une avec la férule de sa canne, se plaindraient sous une telle tension. Non, je réserve mon jugement, mais je vais jeter un coup d'œil dehors. Nous le suivions dans le brouillard qui tourbillonnait autour de nos chevilles et s'insinuait jusque sous nos cols. Le fleuve clapotait froidement contre les pilotis. Holmes arpentait le quai, la lame de sa lanterne interrogeant les planches. Il se pencha pour examiner un nœud de corde goudronné. Là, il s'arrêta pour renifler une tache rouillée qui apparaissait sur son doigt. Il s'accroupit près du bord du quai, où étaient fixés 2 anneaux de fer pour l'amarrage des petites embarcations. « Voyez comme la vase sur la pierre est brossée en une courbe descendante, » dit-il. « Le nez d'un bateau a embrassé cet endroit plus d'une fois ces derniers jours. » Et ceci, il toucha le nœud de la corde, fraîchement coupé, pas effiloché, avec une épissure de qualité professionnelle. « La marée à l'heure du vol, monsieur Helmsley. »« À moitié inondée, monsieur, ça coule fort. » Holmes hocha la tête. « 1 heure bien placée pour déplacer du poids avec l'aide de la rivière. » Il se leva et lança la lumière de la lanterne scruter l'eau. Elle s'accrocha à un objet flottant, rien de plus qu'un éclat de bois clair. Holmes se pencha, l'attrapa avec sa canne et le remonta. C'était le bord d'une latte d'emballage, nettement cassée. D'un côté pendait une bande de tissu blanc, clouée sous la latte et arrachée. « Votre vêtement de fantôme, Watson, » dit-il doucement. « Non, ne tirez pas de conclusions hâtives. Le tissu blanc a de multiples usages, mais celui-ci a été fixé à l'intérieur d'une caisse. Regardez les trous de clous déchirés sur le bord. Une doublure en tissu. Pourquoi ? Pour protéger une surface délicate de la poussière, pourrait-on dire. Mais le jade n'est pas abîmé par la poussière. Pour dissimuler l'intérieur des regards indiscrets, peut-être. Ou pour atténuer le bruit. Nous sommes rentrés à l'intérieur. Holmes a demandé et obtenu l'autorisation d'examiner toutes les caisses qui avaient été livrées sur le Étoile Céleste. Il passa parmi eux tel un arpenteur, frappant chacun à son tour avec sa canne et collant son oreille au bois. Par 2 fois, il demanda à Pierce de soulever une latte, et par 2 fois, il secoua la tête en voyant le contenu. Une statue de bronze dans de la paille et une caisse de bois en laque, apparaître à son inspection. Il arrive enfin à une caisse de taille modeste, à peine plus grande qu'une caisse à thé, nichée derrière une pile de balles de soie grège. Sur sa face, le pochoir indiquait « Ya Huang Seo, Shanghai, verrerie ». La canne de Holmes flottait au-dessus.
Il tapota légèrement et esquissa un demi-sourire. « Du verre qui ne chante pas, » murmura-t-il. « Watson, tu entends. » J'ai collé mon oreille contre la planche. J'y ai perçu une certaine monotonie, un bruit sourd, pas le son clair que j'attendrais du vide, ni la résistance vive des marchandises serrées. « Helmsley, » dit Holmes en se redressant, « qui a ordonné que cette caisse soit stockée ainsi ?»« Je ne saurais le dire, monsieur Holmes. Il était livré avec le reste et a été empilé par les hommes. » « Par les hommes qui n'entreront plus après la tombée de la nuit, » dit Holmes. « C'est exact. Nous ne l'ouvrirons pas pour l'instant. Il ne faut pas tout jouer d'un coup. » Il remit la caisse exactement comme nous l'avions trouvée et s'épousseta les mains d'un geste méticuleux. Il a demandé la direction de Hargreaves et nous sommes partis pour le Dragon de Chine, un pub qui s'accroupissait tel un crapaud au coin d'une ruelle étroite. Ses fenêtres brillaient de rouge à travers le brouillard. À l'intérieur, l'air était chargé de fumée de pipe et d'odeur de bière et de laine mouillée. Nous trouvâmes Hargreaves près du foyer, un homme d'un certain âge, à la carrure musclée, au visage marqué par les rayons du soleil. Sur les douces insistances de Holmes et la promesse d'Helmsley de ne pas le renvoyer, l'homme raconta son histoire. « C'est arrivé la deuxième nuit, monsieur, » dit-il, les yeux fixés sur le feu. La première nuit, je n'ai entendu que des rats et une rivière. La deuxième, j'ai eu l'impression d'un vent lointain, léger et gémissant. Puis je l'ai vu, une chose blanche, comme un homme enveloppé dans un linceul, avec une lanterne aussi brillante que le jour. Seule la lumière le traversait comme l'eau traverse un filet. Il se déplaçait entre les caisses sans un bruit. J'ai crié. Il a tourné la tête. Dieu me pardonne, il n'y avait pas de visage. Et j'ai couru. Je ne reviendrai pas, messieurs. J'en ai vu assez en marchant pour savoir quand un endroit n'est pas pour les chrétiens. Holmes ne ricana pas. « Qu'as-tu senti ?» demanda-t-il. Hargreaves cligna des yeux. « Une odeur, monsieur ?»« Oui. » Le nez est plus courageux que les yeux la nuit. Le vieux soldat fronça les sourcils, pensif. « De l'huile, je crois. Et quelque chose de sucré, comme des fleurs laissées trop longtemps dans une pièce. »« Opium. » murmura Holmes, si bas que je fus le seul à l'entendre. Il dit à voix haute. « Et le bruit? Était-il plus près de la rivière ou de la rue? »« Une rivière, monsieur. Comme je l'ai dit, des tuyaux, doux et lointains. » Nous laissâmes Hargreaves boire sa bière. Dehors, le brouillard s'était encore épaissi. Le monde se réduisait à quelques mètres de pavés dégoulinants et à la lueur fantomatique des lampes. Holmes me prit le bras. « Voilà votre talent de scénographe, Watson. Une lumière préparée, une transparence suggérée, obtenue par un astucieux volet, une silhouette drapée, un parfum et un son créés au moyen d'un roseau ou d'un sifflet pour paraître surnaturel. C'est un décor conçu pour faire fuir un seul spectateur. Et le jade? Ah !» Il sourit faiblement. Le jade est le point central de toute l'intrigue. Imaginez, le fantôme est aperçu, une caisse disparaît, un bateau a embrassé le quai, et dans l'entrepôt se trouve une caisse de verrerie qui sonne terne comme si elle était remplie de... Quoi? Je propose que nous revenions au tournant de la marée, quand un voleur de rivière serait tenté de revenir. Apportez votre revolver et soyez patient. Notre fantôme ne nous pardonnera pas de regarder derrière son rideau. En revenant vers l'entrepôt, je ne pus m'empêcher d'observer le visage de mon ami dans la faible lumière de la lanterne. Il exprimait cette animation particulière qui le submergeait toujours à l'odeur d'un adversaire digne de son intelligence. Point d'exultation, seulement une vive luminosité, comme du givre dans l'air. Son regard, à la fois inquiet et intérieur, me disait qu'un plan, tout à fait abouti ou presque, s'était déjà déployé dans ce cerveau remarquable. À la porte, Helmsley lui serra la main avec supplication. « Vous ne nous quitterez pas, monsieur Holmes. »« Nous veillerons, » dit Holmes. « Renvoyez monsieur Pierce chez lui et dormez si vous le pouvez, monsieur Helmsley. La peur s'alimente en compagnie. Ce soir, elle nous trouvera mal. » Nous pénétrâmes à nouveau dans la caverne. L'unique lanterne à volets que nous avions laissée crépitait faiblement.
projetant son mince rayon de lumière à travers l'allée où se trouvait autrefois la caisse. L'endroit semblait nous écouter. Holmes me plaça derrière une pile de caisses de thé avec vue sur les portes de la rivière. Lui-même disparut dans l'obscurité avec la certitude silencieuse d'un chat. Combien de temps nous attendîmes? Je ne saurais le dire. La marée tournait. Je l'entendais dans le murmure altéré de la rivière. Une humidité froide s'insinua à travers mon pardessus et trouva les os. La fente de la lanterne ressemblait à une fente dans la paupière d'un géant endormi. Puis, enfin vint, si faible que j'en doutais, un soupir de roseau, 2 notes exhalées puis laissées s'éteindre. La lame de lumière trembla. Quelque chose de pâle glissa dessus et disparut. Je sentis mes cheveux se dresser sur ma nuque malgré ma raison. Un autre glissement, un murmure de tissu et une lueur de lanterne qui semblait flotter sans support, aérienne et inconsistante. La silhouette repassa, s'arrêtant cette fois au bout de l'allée. Elle tourna la tête, 6 têtes elle en avait une, et je vis le halo de sa lampe briller à travers la vapeur qui flottait au sol. Ma main se dirigea d'elle-même vers la crosse de mon revolver. « Du calme, Watson », dit Holmes d'une voix étouffée et sardonique, quelque part à ma gauche. « Souviens-toi, la scène. » À cet instant, un nouveau bruit retentit, un léger grattement sourd, comme du bois sur la pierre, provenant de la porte latérale. La silhouette pâle se dirigea avec une hâte avide vers les portes de la rivière. Quelque part au-dessus de nous, près du bureau, un léger clic retentit, comme celui d'un volet qu'on ajuste. Le sifflet à roseau souffla de nouveau, plus près maintenant, et la lanterne projeta une barre spectrale sur les poutres. « Maintenant », murmura Holmes, et le volet de l'unique lanterne s'ouvrit brusquement. L'entrepôt prit soudain un relief, et dans cette transformation, le fantôme devint un homme. Un drap rejeté en arrière, un cadre laqué sur de petites roulettes tenues par des mains gantées, une lanterne de verre au panneau savamment dépoli, et des plis blancs de son cou, flottait le bout d'un foulard de soie pâle. Il se figea, clignant des yeux dans la lumière comme une chauve-souris effrayée. Une autre silhouette, à la porte latérale, lança un juron étouffé et tira un chariot étroit dont les dents de fer avaient fait grincer les dents du peigne sur le seuil. Un troisième homme se tenait près des anneaux de la rivière, un rouleau de corde à la main. L'espace d'un battement de cœur, les tableaux tinrent, puis la lanterne à la fenêtre du bureau se referma, nous replongeant dans l'obscurité. « Watson !» s'écria Holmes. « À gauche !» La porte. Je bondis, le revolver au poing, et percutai l'homme à la porte latérale. Nous tombâmes ensemble parmi les éclats, luttant comme des écoliers. Il était nerveux et désespéré, mais la panique l'avait rendu maladroit. 2 coups suffirent à dompter sa résistance. À travers l'obscurité, j'entendis le pas rapide de Holmes et un juron venant de la rivière, suivi du clapotis d'un bateau lancé à la hâte. Quand la lumière revint, l'égale de Holmes, nous avions un prisonnier attaché avec sa propre corde, et l'apparition vêtue de blanc disparut dans le brouillard affamé. Holmes resta immobile, écoutant le frémissement des dames de nage portées par la marée. « Intelligent », dit-il enfin, avec un ton d'approbation réservé à la meilleure manœuvre d'un adversaire, mais pas assez. Il se tourna vers notre captif, dont le visage étroit et le nez pointu me rappelaient un rat coincé derrière un tonneau. Holmes se pencha et de l'index souleva le bord du col de l'homme. Le tissu était en soie fine et pâle. « Un fantôme en belle mercerie », murmura-t-il. « Dites-moi, mon ami, votre employeur préfère-t-il Wang et compagnie? Sur ces étiquettes, ou est-ce une commodité du voyage ?» L'homme serra les dents et ne dit rien. Holmes se contenta de sourire, maigre et froid. « Très bien, » dit-il. « Laissons la rivière terminer sa course ce soir. Elle nous rendra ce qu'elle a pris en plus petite portion qu'elle n'a reçue. Et demain, Watson, nous irons rendre visite à Sir Joseph Warfield à Belgravia, dont le jade a créé la mode des fantômes. » C'est ainsi que s'achevait le travail de la nuit,
inachevé mais prometteur de cette illumination qui suivait si souvent les fois où Holmes avait percé le voile, ne serait-ce que d'un pouce. Nous laissâmes le prisonnier ligoté aux soins d'Elmsley et replongâmes dans l'obscurité londonienne, le murmure du fleuve derrière nous, et quelque part devant nous, le léger souffle d'une musique de roseaux s'évanouissant dans le silence. Chapitre 3. La maison de Belgravia. Le lendemain matin, froid et morne, une fine bruine rendait les rues de Londres plus lugubres encore que le brouillard de la nuit précédente. Je fus réveillé tôt par le pas familier de Holmes sur le tapis de notre salon, et il se déplaçait avec une énergie qui trahissait l'insomnie plutôt que le repos, et pourtant aucune trace de fatigue ne transparaissait dans ses yeux gris perçants. Les événements de Limehouse avaient visiblement enflammé ses facultés, et je savais bien que tant que l'affaire n'aurait pas pris une tournure décisive, ni la nourriture ni le repos ne retiendraient son attention. « Debout, Watson !» dit-il vivement tandis que j'apparaissais en robe de chambre. « Nous partons pour Belgravia dans 1 heure. » « Un taxi est déjà commandé. »« Belgravia ?» répétai-je. « Alors, vous comptez rendre visite à Sir Joseph Warfield ?»« Précisément. C'est son ange gardien qui a invoqué ces ombres sur les quais, et c'est lui qui pourrait illuminer nos ténèbres, sinon volontairement, du moins par son silence. » J'avoue avoir été surpris. « Vous croyez Sir Joseph complice ?» Holmes esquissa son mince sourire sardonique. Lorsqu'un homme fait expédier du jade d'une valeur inestimable par-delà les océans et qu'il disparaît dans un brouillard, il est tout naturel de le considérer comme la victime. Pourtant, Watson, une blessure n'est pas toujours aussi simple. Il arrive que la victime et le méchant soient dans la même situation. Je ne répondis pas, car j'avais appris depuis longtemps qu'il vaut mieux laisser mûrir en silence les conjectures à demi formulées par Holmes. Je me fortifiai avec un café, et bientôt nous filâmes vers l'ouest dans un fiacre, le cocher emmitouflé dans sa cape, les sabots du cheval faisant des étincelles sur les pierres mouillées. Sir Joseph Warfield. La maison de Sir Joseph Warfield se dressait sur une jolie place de Belgravia. C'était une demeure à la façade large, aux briques sobres et au cuivre poli, dont les fenêtres donnaient froidement sur le trottoir mouillé par la pluie. Le majordome qui nous fit entrer avait cet air solennel et convenable que seules les maisons les plus respectables cultivent, mais même lui ne put dissimuler entièrement la nervosité qui traversa son visage lorsque Holmes présenta sa carte. Sir Joseph lui-même nous reçut dans un salon chargé de tentures et agrémenté de curiosités orientales, cabinets de laque, éventails peints et idoles grotesques grimaçant sur leurs piédestaux. C'était un homme d'une 60aine d'années, mince, au nez pointu, aux petits yeux inquiets et à la crispation nerveuse des doigts qui trahissait soit l'âge, soit une anxiété intérieure. Son discours, bien que courtois, était légèrement rauque, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. « Monsieur Sherlock Holmes ?» dit-il en s'inclinant avec une politesse guindée. « Et le docteur Watson, si je ne me trompe. Je ne m'attendais pas à une visite, bien que votre réputation vous précède. » Holmes inclina la tête. « Nous regrettons cette intrusion, Sir Joseph, mais la disparition de votre jade à Limehouse ne concerne pas seulement votre collection privée. Elle peut impliquer des questions de droit, voire de vie. Nous cherchons seulement à clarifier certains détails. » Les doigts du vieux monsieur tambourinèrent sur la coudoir de son fauteuil. « Je sais, » dit-il lentement, « qu'une cargaison a été retardée. Monsieur Elmsley des docks m'a prévenu. Pourtant, je me demande pourquoi vous êtes venu plutôt que l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. » Le regard de Holmes ne vacilla pas. « Parce que, Sir Joseph, Scotland Yard poursuit toujours des fantômes, alors que je crois que la vérité se cache au grand jour. Vous avez commandé à Wang et compagnie de Shanghai une caisse de sculptures en jade, des représentations des 8 immortels, je crois. » Sir Joseph sursauta légèrement. « Vous êtes bien informé, monsieur. » Holmes poursuivit comme si l'interruption n'avait pas eu lieu. « Ils arrivèrent à bord du Étoile Céleste, expédiée à votre nom. Il manque une caisse. C'est un fait. Mais j'aimerais savoir pourquoi la commande a été expédiée sous couvert d'un second envoi, de la verrerie, qui me paraît, du moins à mes yeux, présenter un intérêt plus qu'ordinaire.
Pour la première fois, le sang-froid de Warfield se brisa. Ses petits yeux se posèrent sur le meuble laqué dans un coin, puis revinrent à Holmes. « De la verrerie ? Je ne sais pas. » Holmes leva la main. « Épargnez-nous, Sir Joseph. Le manifeste mentionne les 2 envois. Je vous demande simplement ceci. Le jade était-il vraiment destiné à votre collection, ou était-ce un masque pour autre chose ?» Le silence qui suivit fut lourd de tension. J'entendais la pluie crépiter contre la fenêtre et le faible tic-tac d'une horloge chinoise sur la cheminée. Finalement, Warfield dit, d'une voix plus grave qu'auparavant, « Vous avez des soupçons faciles, monsieur Holmes. Certes, le jade a de la valeur, mais il est à la portée d'un collectionneur. Pourtant, vous faites allusion à des secrets que je ne partage pas. Je ne comprends pas pourquoi. » Holmes se leva, sa haute silhouette semblant assombrir la pièce. « Alors, permettez-moi une dernière question. Quel lien avez-vous avec un certain Yuan Wang de Shanghai ?» L'effet fut saisissant. Warfield se leva à moitié de sa chaise, la main agrippée à l'accoudoir. « Huang ? Je n'en connais pas. » Il s'interrompit brusquement, comme si le nom lui-même l'avait frappé d'un coup. Holmes s'inclina avec une politesse si froide qu'elle ressemblait à de l'ironie. « Alors, je n'ai plus de quoi vous importuner. Bonjour, Sir Joseph. » Nous nous retirâmes, laissant notre hôte pâle et tremblant. Lorsque le majordome referma la porte sur nous, je ne pus réprimer ma stupéfaction. « Holmes, m'exclamai-je, vous avez cruellement insisté auprès de cet homme. Croyez-vous vraiment qu'il soit de mèche avec ce Wang ?» Les yeux de Holmes brillaient tandis que nous descendions les marches. « Je crois qu'il est de mèche avec lui-même, Watson. » Observez sa réaction. Le jade n'a jamais été le véritable objet. Il y a une transaction plus sombre derrière. Quoi, je ne peux pas encore le dire. Mais le fil de soie que nous avons trouvé à Limehouse nous ramènera, je parie, ici. Une rencontre dans l'ombre. À peine avions-nous regagné la rue que le regard perçant de Holmes parcourut la place. « Watson, observe. Nous ne sommes pas seuls. » Suivant son regard, j'aperçus une silhouette vêtue d'un manteau sombre, à moitié cachée sous un platane, de l'autre côté de la rue. Il tenait un journal devant son visage, mais son regard, inquiet et vigilant, était fixé sans équivoque sur la maison de Warfield. Dès qu'il aperçut notre attention, il froissa le journal, fit demi-tour et disparut dans une rue latérale. Sans hésitation, Holmes se jeta à sa poursuite. Je le suivis, mais ce type avait la rapidité d'un chat et la ruse d'un renard. Nous le poursuivîmes à travers un dédale de ruelles, une écurie où des palefreniers criaient d'alarme, et débouchâmes sur une artère plus large où le trafic d'omnibus et de charretiers nous arrêtait cruellement. Lorsque nous fûmes enfin en force, l'homme avait disparu, noyé dans la grisaille de la vie londonienne. Holmes resta immobile un instant, les narines dilatées comme celles d'un chien privé de sa proie. Puis il dit doucement, « Nous avons vu la main qui guide le fantôme, Watson, et elle tremble d'être vue. » Retour à Baker Street. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes devant notre feu familier. Holmes était allongé sur le canapé, ses longues mains croisées sous sa tête, les yeux fixés au plafond. Plume à la main, je m'efforçais de mettre en ordre les faits curieux déjà rassemblés. 1. L'apparition à Limehouse a été orchestrée par l'intervention humaine, aidée par une lanterne, une partition et une musique à hanches. 2. Une caisse de jade avait disparu au bord de la rivière, tandis qu'une autre caisse suspecte, censée contenir de la verrerie, était restée intacte. 3. Sir Joseph Warfield, le prétendu propriétaire, avait trahi sa culpabilité et son agitation à la mention de Yuan Huang. 4. Un observateur rôdait devant la maison de Warfield, qui s'est enfui dès qu'il a été découvert. « Qu'en penses-tu, Holmes ?» demandai-je enfin. Il se redressa brusquement, son attitude passant de la langueur à l'intensité. « C'est un puzzle en 3 parties, Watson. Un trésor disparu, un faux fantôme et un nom qui glace jusqu'aux os, un homme de Belgravia. Demain, nous enquêterons plus en détail sur Wang et compagnie de Shanghai. Mais pour ce soir,
Il prit son violon et en tira une longue note mélancolique qui sembla se faufiler dans la bruine extérieure. Ce soir, donnons au fantôme sa musique. Chapitre 4. Le premier suspect. C'est avec la vivacité d'une convocation militaire que l'inspecteur Lestrade se présenta à Baker Street le lendemain. Le petit détective de Scotland Yard entra avec l'air d'un homme convaincu de son triomphe, ses jambes courtes s'agitant avec agilité, ses traits anguleux affichant un sourire mi-congratulation, mi-provocation. Il portait sous le bras une liasse de papier attachée avec un ruban rouge, qu'il déposa sur notre table d'un geste théâtral. « Eh bien, monsieur Holmes, dit-il, je crois vous avoir devancé cette fois. Vous pouvez ranger vos microscopes et vos loupes, car notre homme est aussi propre que vous le souhaitez. Le fantôme de Limehouse est en chair et en os, et il repose actuellement dans une cellule de Bow Street. » Holmes, qui était resté allongé sur le canapé, sa pipe entre ses doigts, haussa les sourcils mais ne bougea pas. « Vraiment, Lestrade ? Vous m'étonnez. Je vous en prie, laissez-nous savoir comment l'esprit a été déposé. » Je ne pus réprimer un sourire, car j'avais rarement vu Holmes plus sarcastique que lorsque Lestrade criait victoire. L'inspecteur, cependant, ne se laissait pas facilement intimider. « L'individu que vous avez interpellé, Dr. Watson, a parlé, » déclara-t-il en se tournant vers moi avec un hochement de tête. « Il s'appelle Ezra Finch, un flâneur des quais, un petit voleur bien connu de la police. Il admet avoir participé à la supercherie de Limehouse, même s'il prétend que c'était juste pour le plaisir. Il a été engagé, dit-il, pour se couvrir de drap blanc et effrayer le gardien. Mais, messieurs, » la voix de Lestrade prit alors une tournure importante. Il est allé plus loin qu'il ne le pensait, car il avoue avoir participé au vol de la caisse de jade. Holmes exhala un mince filet de fumée et regarda l'inspecteur les yeux mi-clos. « Vraiment ? Et à qui M. Finch attribue-t-il la paternité de cette comédie spectrale ?» Lestrade s'autorisa une pause, comme pour accentuer le suspense. « À nul autre que M. Jonathan Elmsley en personne. »« Elmsley !» m'écriai-je, stupéfait. « Notre client ?» ?»« Exactement pareil. Finch affirme qu'Elmsley, désespérément à court d'argent, a ourdi toute l'affaire. Il voulait subtiliser le jade, le vendre secrètement, puis imputer la perte à des fantômes qu'aucun mortel ne pourrait poursuivre. Un plan astucieux, messieurs, et qui colle aux faits. Elmsley avait les clés de l'entrepôt. Il connaissait les envois. Il pouvait faire en sorte que le bateau transporte la caisse. Il a engagé Finch et 2 autres personnes, leur a promis une part, et les a maintenant abandonnés à la justice. Holmes retira la pipe de ses lèvres et tapota légèrement le fourneau sur la grille. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse, presque apathique. « Vous m'étonnez encore plus, Lestrade. Je suppose que vous avez des preuves de cet arrangement ? » ?»« Des preuves suffisantes. Les aveux de Finch, corroborés par la découverte de l'écriture d'Elmsley sur certaines notes, furent transmis à Finch, qui organisa leur rencontre. J'ai ici les bouts de papier. » Lestrade tira de son paquet plusieurs notes pliées qu'il étala sur la table. Elles portaient une écriture hâtive, non signée, mais griffonnée d'une écriture que j'imaginais bien appartenir à Elmsley dans son agitation. Holmes se pencha sur eux, ses longs doigts lissant les plis, son regard perçant parcourant les lignes. Il finit par les reposer sur la table. « Très joli coffret, Lestrade. Je vous présente mes compliments. Et Elmsley, où est-il maintenant ? » ?»« En garde à vue, bien sûr. Nous l'avons emmené ce matin à son domicile tout en clamant son innocence, mais sa culpabilité est évidente. Le magistrat va le placer en détention provisoire, et j'espère que nous aurons une condamnation d'ici 1 mois. »« C'est une véritable culpabilité, » murmura Holmes. Il se leva et se tint devant le feu, dos à nous, la fumée de sa pipe tourbillonnant au-dessus de sa tête. « Dis-moi, Lestrade, qu'en est-il de la caisse étiquetée comme verrerie ?»« De la verrerie ?» L'inspecteur cligna des yeux. « Je n'ai rien contre la verrerie. C'est du jade qui a été volé. »« Ah !» dit Holmes. Il se retourna brusquement, le regard brillant, et le fil de soie que nous avons trouvé s'est accroché à la latte de la caisse. Y avez-vous pensé ? Lestrade fit un geste dédaigneux de la main. Une bagatelle.
Nous avons l'homme, Holmes, et le mobile. Inutile de vous embêter avec des toiles d'araignée. » Le sourire de Holmes était mince et cinglant. « Des toiles d'araignée, Lestrade, peuvent recouvrir une maison entière si l'araignée est industrieuse. Mais peu importe. Je ne voudrais pas empiéter sur votre victoire. J'observerai avec intérêt l'évolution de l'affaire. » Lestrade rassembla ses papiers d'un air décidé. « Vous pouvez observer depuis la galerie, monsieur Holmes, pendant que Scotland Yard fait son travail. Bonne journée à vous deux. » Il partit, ses bottes résonnant dans l'escalier. À peine la porte fut-elle refermée que Holmes éclata d'un de ces rares éclats de rire qui secouaient sa silhouette frêle, jusqu'à ce que les larmes lui montent aux yeux. « Watson, » s'écria-t-il, « avez-vous déjà rencontré une telle assurance doublée d'un tel aveuglement ? Notre pauvre Lestrade croit avoir cueilli la rose, alors, qu'en réalité il n'a saisi que l'épine. Alors, vous ne croyez pas l'histoire de Finch ? Demandai-je. Y croire ? Mon cher ami, c'est une absurdité totale. Un homme de la trempe d'Elmsley est peut-être faible, mais il n'est pas stupide. Engager un voleur notoire sur les quais, lui écrire des notes de sa propre main, et imaginer que l'affaire ne lui exploserait pas au visage. Non, Watson, c'est impossible. Les notes sont fausses, et Finch a été chargé d'accuser Elmsley par une main plus rusée que la sienne. Et à qui est cette main ? L'expression de Holmes devint grave. Il faut se tourner à nouveau vers Sir Joseph Warfield, et au-delà vers Wang de Shanghai. Il y a un courant plus profond ici, et nous n'en avons fait qu'effleurer la surface. Mais écoutez-moi bien, Watson. Si Lestrade parvient à faire porter le chapeau à Elmsley, les véritables auteurs du crime s'en sortiront triomphants. La visite de Bow Street. Cet après-midi-là, Holmes déclara qu'il devait voir Elmsley de ses propres yeux. Nous nous rendîmes à Bow Street, où le malheureux gisait dans une cellule étroite, pâle et hagard, mais avec l'air plus désemparé que coupable. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Holmes, mais le désespoir les obscurcit rapidement. « Monsieur Holmes !» s'écria-t-il en serrant les barreaux, « vous devez me croire. Je n'ai rien à voir avec cette ignoble affaire. On me montre des notes que je n'ai jamais écrites. On m'accuse de crimes dont je n'aurais jamais osé rêver. Mon Dieu, monsieur, je suis venu vous demander de l'aide, et maintenant, on me traite de scélérat. » La voix de Holmes était ferme et rassurante. « Courage, monsieur Elmsley. J'ai vu les notes. Ce sont des faux habiles, mais des faux quand même. L'encre, la formation de certaines lettres. Ce n'est pas votre écriture, bien qu'ils aient tenté de l'imiter. Dites-moi, avez-vous des ennemis sur les quais ? » « Aucun, à ma connaissance. Mes commis sont loyaux, sauf peut-être Pierce, qui ne m'en veut guère pour une réprimande passée. Mais il ne voulait pas, il ne pouvait pas. » Elmsley enfouit son visage dans ses mains. Les yeux de Holmes se plissèrent. « Pierce, dites-vous, un employé ayant accès au registre et à la fenêtre du bureau qui donne sur l'entrepôt. Une graine qui vaut la peine d'être arrosée. » Il toucha l'épaule d'Elmsley avec une douceur surprenante. « Ne craignez rien. La loi peut commettre des erreurs, mais je ne permettrai pas qu'elle vous détruise. Soyez patient. En partant, je n'ai pas pu me retenir. Holmes, soupçonnez-vous Pierce ? » « Je soupçonne tous ceux qui profitent de la ruine d'Elmsley, » répondit-il. « Mais soupçonner n'est pas une preuve. Nous devons observer et écouter. Surtout, nous ne devons pas dévoiler notre jeu tant que l'araignée n'est pas bien installée dans sa toile. » Une résolution de minuit. Ce soir-là, Holmes était plus agité que je ne l'avais vu depuis des mois. Il arpentait la pièce sans relâche, son violon posé sur la chaise, sa pipe brûlée jusqu'au dernier instant. Finalement, il s'arrêta devant moi, le visage pâle d'intensité. « Watson, » dit-il, « nous sommes à la veille d'un événement monstrueux. Finch n'est qu'un instrument, Elmsley un bouc émissaire, Warfield un homme qui craint pour sa vie, et Wang. Ah, Watson, Wang est l'ombre derrière eux tous. Ce soir, nous retournons à Limehouse. Un secret est encore caché dans cet entrepôt, et par le ciel nous allons le découvrir. » C'est ainsi qu'à 11 heures sonnantes, je me retrouvai à boutonner mon manteau pour me protéger du vent glacial, mon revolver dans ma poche, et Holmes à mes côtés,
les yeux illuminés par cette joie féroce que seule l'odeur de la chasse pouvait éveiller. Ce qui nous attendait à Limehouse, je ne pouvais alors l'imaginer, mais je savais pertinemment que danger et révélation allaient de pair dans le brouillard. Chapitre 5. L'indice caché. Il était presque minuit lorsque nous approchâmes à nouveau des ruelles obscures de Limehouse. Un épais brouillard pesait sur la rivière, plus épais encore que lors de notre précédente visite, et les lampes à huile créaient de faibles halos qui dissimulaient à peine l'obscurité. L'humidité de la nuit collait à nos cols et semblait étouffer chacun de nos pas. Holmes, sa longue silhouette enveloppée dans un ulster sombre, se déplaçait rapidement à mes côtés, l'air d'un homme pour qui la nuit elle-même était une alliée. Nous avons trouvé l'entrepôt de M. Helmsley fermé et barricadé, et pourtant Holmes a sorti de sa poche une clé attachée à une fine chaîne en laiton. « Empruntée à notre pauvre Helmsley de Bow Street, a-t-il dit doucement. Nous la lui rendrons bientôt, et avec elle, je l'espère, sa liberté. » À l'intérieur, l'obscurité caverneuse de l'entrepôt nous accueillit comme un sépulcre. Une seule lanterne apportée par Holmes éclairait notre chemin. L'air était chargé de chanvre, de sel et imprégné de l'odeur aigre de l'eau stagnante. Chaque caisse, chaque ballot, se dressait aussi solennellement qu'une pierre tombale, leurs ombres s'étirant comme de longs doigts sur le plancher. Holmes se dirigea sans hésitation vers le bureau surélevé, sa lanterne éclairant la vitre. « Watson, vous souvenez-vous de ce que j'ai remarqué lors de notre dernière visite ? La poussière sur ce seuil avait été polie par un observateur régulier. »« En effet, » répondis-je. Il se pencha, rapprocha la lanterne et, avec sa loupe, examina de nouveau les planches. Observez. La poussière a bougé depuis hier. Le même talon de botte est de nouveau là, pivotant sur lui-même. Pourtant, Helmsley est en prison depuis ce matin. Qui alors surveille l'entrepôt la nuit ? Nous entrâmes dans le bureau. Holmes examina le registre, puis le remit exactement à sa place. « Des mains soignées, » murmura-t-il. « Trop soignées. Monsieur Pierce, je crois, a joué à la fois au commis et à la sentinelle. C'est dangereux de passer plus de temps à contempler des ombres qu'à écrire des chiffres. » La caisse de verrerie. Nous redescendîmes et nous dirigeâmes vers la pile de caisses, à l'autre bout du couloir, où se trouvait le chargement suspect de verrerie. Holmes tapota de nouveau avec sa canne, puis s'accroupit et colla son oreille contre la planche. Un bruit sourd retentit à nouveau, lourd et sans vie. Watson, le bruit du vide est une chose, le bruit de la dissimulation en est une autre. Cette caisse résonne comme un cercueil. Ouvrons-la, mais avec délicatesse. Avec son canif, Holmes souleva une latte. Une légère odeur s'en échappa, douceâtre et écœurante. Je sursautai car c'était indéniablement l'odeur que j'avais connue des blessés en Afghanistan, l'odeur de l'opium brut. « Mon Dieu, Holmes !» m'exclamai-je. « Pas de la verrerie du tout, mais de la contrebande. » Holmes hocha la tête d'un air sombre. « C'est bien cela. » Des pains d'opium, soigneusement emballés et emmaillotés. Le jade n'était qu'un leurre pour détourner l'attention, tandis que le véritable trésor se cachait sous le couvert du nom d'un gentleman. Warfield, j'imagine, était leur couverture. Consciemment ou non, il nous reste à le déterminer. Il remit la latte en place avec précaution, masquant notre intrusion. « Voici, Watson, notre indice caché. Le fantôme de Limehouse est en chemin pour cacher un crime plus empoisonné que n'importe quelle histoire de fantôme. Si la police s'empare d'Helmsley pour du jade, l'opium passera inaperçu et les véritables conspirateurs prospéreront. » Un visiteur dans le brouillard. À peine Holmes eut-il éteint la lanterne qu'un léger grattement résonna à la porte latérale, le même bruit sourd que nous avions entendu la nuit de notre embuscade. Holmes me toucha le bras en guise d'avertissement. Nous nous fondîmes dans l'ombre derrière une pile de caisses à thé. La porte s'ouvrit furtivement. Un homme se glissa à l'intérieur, une lanterne à la main. Il avança avec précaution, s'arrêtant pour écouter, puis gravit les marches menant au bureau d'un pas assuré, celui d'un habitué des lieux. La fente de la lanterne s'ouvrit,
et un rayon balaya le registre, le porte-plume et la fenêtre donnant sur l'entrepôt. « C'est Pierce », me chuchota Holmes à l'oreille. « Je pourrais le jurer à sa démarche. » Nous regardâmes le commis s'adosser à la fenêtre, scrutant l'obscurité en contrebas, comme s'il attendait le retour de son complice fantomatique. Au bout de quelques minutes, il descendit, traversa la caisse à verre, et d'un geste rapide, en souleva les lattes. Il en sortit un paquet enveloppé dans du ciré qu'il glissa sous son manteau. Puis il s'éclipsa, disparaissant dans le brouillard. Les yeux de Holmes brillaient comme de l'acier dans la faible lueur de la lanterne. « Voilà notre preuve, Watson. Les aveux de Finch n'étaient qu'un leurre. Pierce est le véritable agent de Huang. Il fait passer de l'opium en contrebande sous le nez d'Elmsley. Et pourtant, je ne pense pas qu'il agisse seul. Avez-vous remarqué ses regards nerveux, son hésitation? Ce n'est pas un maître, mais un serviteur de la peur. » L'inspecteur trompé. Le lendemain matin, nous sommes allés retrouver Lestrade à Scotland Yard. Il nous a reçus avec sa vivacité habituelle, bien que ses manières fussent teintées d'irritation face à l'intrusion de Holmes. « Eh bien, monsieur Holmes, êtes-vous venu voir comment nous rangeons vos puzzles? Finch chante comme un canari, et Elmsley est bien au chaud dans sa cage. » Holmes sortit de sa poche un morceau de tissu, de la soie pâle, déchirée au bord. « Avez-vous réfléchi à cela, Lestrade ?» L'inspecteur renifla. « Un chiffon du drap de Finch. »« Non, monsieur, » répondit Holmes sèchement. « C'est la garniture d'une écharpe de Shanghai, du genre qu'aucun flâneur des docks ne pourrait s'offrir. Et l'opium, Lestrade ?» L'inspecteur cligna des yeux. « De l'opium ? Qu'est-ce que c'est que ce truc du diable ?» Holmes se pencha, la voix froide et tranchante. « Pendant que vous traquez le jade et les fantômes, les artères de Londres sont empoisonnées. Fouillez les caisses de verrerie de l'entrepôt d'Elmsley et vous trouverez assez de contrebande pour damner un gouvernement. Mais croyez-moi, si vous persistez à vous vanter des aveux de Finch, les vrais criminels auront une longueur d'avance. » Lestrade rougit. « Vous parlez avec assurance, Holmes. Très bien, je vais vous faire plaisir. Nous fouillerons l'entrepôt cet après-midi. » Holmes s'inclina ironiquement. « Faites-le. Mais je vous préviens, les oiseaux ont peut-être déjà pris leur envol et le nid est vide. » Le reflet de Holmes. Ce soir-là, assis de nouveau près du feu, j'observais Holmes avec ce mélange d'admiration et de malaise qui accompagnait si souvent ses moments les plus graves. Il avait passé la soirée à rédiger des notes rapides, à envoyer des messagers et à consulter des cartes de la Tamise. Finalement, il se laissa tomber sur sa chaise et joignit ses longs doigts. « Watson, » dit-il, « nous nous trouvons à un seuil plus sombre que le vol de jade ou les farces de chantier naval. La main de Wang s'étend de Shanghai à Londres, et Warfield, par cupidité ou par terreur, est pris dans ses filets. Pierce est l'instrument, Finch le leurre, et Elmsley le bouc émissaire. Mais le plan lui-même, ah Watson, c'est l'œuvre d'un esprit qui se délecte du théâtre et se nourrit de la peur. Nous devons avancer prudemment. Notre adversaire est à la fois rusé et impitoyable. » Il ferma les yeux, et pendant un long moment, le seul bruit qu'il entendit fut le tic-tac de l'horloge et le sifflement du charbon sur le feu. Puis, doucement, Holmes ajouta « Le fantôme de Limehouse n'est rien de plus qu'un masque. Derrière lui se cache un homme qui n'a pas encore montré son visage. Tant que nous ne le voyons pas, nous ne percevons que des ombres. » Chapitre 6. Tension croissante. C'est une des particularités du destin que, juste au moment où Holmes semblait le plus sûr de son terrain, les événements conspiraient souvent pour brouiller à nouveau les cartes. Ce fut le cas du fantôme de Limehouse. Le lendemain matin de la découverte du vol nocturne de Pierce, je me suis réveillé et j'ai découvert Holmes déjà parti de Baker Street. Un mot écrit de sa main anguleuse était posé sur la table du petit déjeuner. « Watson, rendez-vous utile à l'hôpital ce matin. Gardez votre revolver à portée de main. Je suis sur les quais et je serai de retour pour le déjeuner. S.H. » J'obéis à ses instructions.
mais avec cette curiosité insatiable qui m'envahissait toujours lorsque j'étais exclu de ses plans immédiats. Ce n'est que vers 1 heure que Holmes revint, son manteau maculé de boue, ses bottes trempées, et le visage tiré avec une intensité qui me révélait une poursuite à la fois ardue et infructueuse. « Ils ont déménagé, Watson, » dit-il sèchement. « La contrebande que j'ai observée hier soir a disparu. Les caisses étiquetées comme verrerie ne contiennent plus que de la paille. Lestrade a mené ses recherches à l'aube, et malgré ses râles et ses intimidations, il n'a rien trouvé. Pierce a disparu. Il ne reste que des ombres. » Une tragédie à quai. Tandis que Holmes parlait, Madame Hudson fit entrer un agent de police essoufflé, porteur d'un message de Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade implora Holmes de se rendre immédiatement au bord de la rivière, car une terrible découverte venait d'être faite. Nous partîmes aussitôt. Au quai près de Shadwell, une scène sinistre nous attendait. Un groupe de dockers chuchotait, le visage pâle. Sur les pierres gisait le corps d'un homme, trempé par la rivière, les membres tordus à des angles anormaux. Les agents avaient étendu une bâche sur les restes, mais au signal de Lestrade, elle fut soulevée. Le noyé n'était autre que M. Pierce, le commis de l'entrepôt. Ses traits maigres étaient bouffis, ses yeux entr'ouverts, ce regard sinistre que la Tamise pose sur ses victimes. Lestrade, le visage grave, se tourna vers nous. Traqué hors de l'eau il y a moins d'1 heure. Lesté d'une chaîne, le pauvre diable, même si les nœuds ont glissé et qu'il a flotté. On dirait que tes soupçons étaient fondés, Holmes. Il était plus mal en point qu'on ne le pensait. Holmes s'accroupit près du corps, le regard perçant comme celui d'un faucon. Il examina les poignets, où des ecchymoses se détachaient sur la peau pâle. Puis il retourna le col et, effectivement, il y trouva un lambeau de soie pâle, noué fermement au niveau du cou, comme s'il avait servi à l'étrangler avant qu'il ne rencontre l'eau. « Encore la soie, » murmura Holmes. « L'araignée tisse sa toile avec un seul fil, Watson. Regarde comme elle se resserre. » Une visite de Sir Joseph. Le soir même, alors que Holmes et moi étions assis, l'air sombre, à Baker Street, nous avons reçu une visite inattendue. Sir Joseph Warfield, pâle et tremblant, a été introduit dans notre salon. Il avait perdu son sang-froid de l'autre jour. Il avait l'air d'un homme brisé. « Monsieur Holmes, » s'écria-t-il, « je n'en peux plus. Je vous en prie, protégez-moi. Il me harcèle nuit et jour. Je vois des visages à mes fenêtres. J'entends des pas dans mon jardin. Hier soir, un mot a été glissé sous ma porte. Regardez. » Il fourra dans la main de Holmes un bout de papier griffonné de caractères chinois à l'encre rouge. Holmes le brandit devant la lampe. « C'est écrit en mandarin, » dit-il. « Ça parle de dettes, d'honneur impayé, de vengeance à venir. » Warfield s'affala sur une chaise, le visage entre les mains. « Il y a des années, monsieur Holmes, j'ai eu affaire à un certain Wang à Shanghai. Il me fournissait des curiosités, lacs, porcelaine, sculpture. Mais il trafiquait aussi des produits plus sombres, surtout de l'opium. Je jure avoir rompu avec lui, et pourtant il m'a suivi jusqu'ici. Le jade n'était qu'un prétexte. Il veut ma perte, peut-être ma vie. Je suis un homme traqué. » Holmes le regarda attentivement. « Vous auriez dû me le dire dès notre première rencontre, Sir Joseph. » « J'avais peur d'être démasqué, » gémit l'homme. Quel gentleman pourrait avouer de tels agissements? Mais maintenant, je préfère endurer la honte plutôt que la terreur qui me hante. Holmes tapota le papier du doigt. Ce n'est pas une menace en l'air. Huang a des agents à Londres, et Pierce était l'un d'eux. Maintenant qu'il a été réduit au silence, d'autres prendront sa place. Vous devez vous placer immédiatement sous protection policière. Warfield serra la main de Holmes. « Tu vas me sauver ?» L'expression de Holmes était indéchiffrable. « Je vais tenter de sauver la vérité, Sir Joseph. Que cela vous rachète aussi, c'est une autre histoire. » Le retour du fantôme. 2 nuits plus tard, le fantôme de Limehouse marchait à nouveau. Holmes avait posté des sentinelles autour de l'entrepôt, mais au petit matin, un cri retentit. À notre arrivée sur les lieux,
Les dockers étaient en émoi. Plusieurs juraient avoir vu la silhouette, blanche et effrayante, se déplacer sur le quai, une lanterne à la main. L'un d'eux, pris de peur, avait lancé une pierre qui traversa l'apparition sans la blesser avant de se fondre dans le brouillard. Holmes examina l'endroit à la lanterne et à la loupe. Sur les planches, il découvrit des coulures de cire, comme celles d'une bougie portée dans une lanterne, et de légères éraflures menant non pas à la rivière, mais à une étroite ruelle entre des entrepôts. Là, coincé entre deux pierres, il retira un fragment de flûte de roseau, d'à peine 7 centimètres de long. « L'instrument de notre gémissement fantomatique, dit-il. Un sifflet, Watson, habilement conçu. Le retour du fantôme n'est pas un miracle, mais une performance. Et pourtant il remplit son rôle. La peur grandit. Helmsley est en prison. Pierce est noyé. Et Warfield s'effondre à Belgravia. La main véritable œuvre invisible. La résolution de Holmes. Ce soir-là, de retour à Baker Street, Holmes arpentait la salle d'un pas rapide et nerveux. Ses traits étaient pâles, mais ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. « Watson, dit-il, l'affaire a dépassé le stade de simple curiosité portuaire. Nous sommes confrontés à une organisation qui s'étend sur des océans, masque ses actes de superstition et réduit ses outils au silence une fois leur mission accomplie. Le fantôme n'est que le masque de Wang, et Wang n'est pas un homme à prendre à la légère. Il a ici des agents qui agissent avec précision et sans pitié. » Je frissonnais, car il y avait quelque chose dans le ton de Holmes qui me glaçait plus que le brouillard extérieur. « Que vas-tu faire ?» ai-je demandé. Il s'arrêta, son long doigt fendant l'air. « Je vais sortir l'araignée de son trou. Elle a déjà pris de gros risques pour intimider Helmsley et Warfield. Si je place l'appât correctement, elle risquera davantage. Mais il faut tendre le piège avec soin, Watson, car la proie est dangereuse et la toile vaste. » Il se retourna vers le feu, sa silhouette se découpant sur la lueur, et je sus, à l'acier de sa voix, que la crise de l'affaire était proche. Chapitre 7. La mauvaise orientation s'approfondit. La semaine qui suivit fut l'une des plus déroutantes de ma longue relation avec Holmes. À chaque tournant, un nouvel indice semblait promettre une révélation, pour finalement se dissiper comme le brouillard qui planait sur la Tamise. Scotland Yard gagnait en confiance dans sa théorie simple, tandis que Holmes lui-même se retirait dans ce silence de sphinx que j'avais fini par associer à la gestation d'un dessein profond. La poursuite de Scotland Yard. L'inspecteur Lestrade nous a rendu visite tôt un matin, son visage enveloppé de l'autosatisfaction d'un homme convaincu d'avoir surpassé ses rivaux. « Eh bien, monsieur Holmes, dit-il, vos idées sur les conspirateurs chinois amuseront peut-être les journaux à un sou, mais Scotland Yard s'intéresse aux faits. Et le fait est que nous avons retrouvé la trace du jade volé. »« Vraiment ?» murmura Holmes sans lever les yeux de son journal. « En effet. Un prêteur sur gage de Wapping s'est présenté hier, déclarant qu'un marin avait tenté de lui vendre plusieurs figurines de jade, des objets rudimentaires, remarquez, mais ressemblant à ceux décrits par Sir Joseph. L'homme s'est présenté comme Ezra Finch. Finch est déjà en détention, bien sûr, donc tout semble clair. Il a avoué le coup du fantôme, il connaissait l'entrepôt, et maintenant le jade est entre ses mains. Les notes d'Helmsley étaient la clé, et Pierce, eh bien, il a sans doute été éliminé lors d'une querelle concernant le partage du butin. La boucle est bouclée. Holmes a tourné une page de La Fosse avec des doigts languissants. Et vous croyez Finch capable d'orchestrer une tromperie qui a tenu à distance même le vieux Hargreaves, de falsifier des billets de la main d'Helmsley, de réduire Pierce au silence avec un cordon de soie? Lestrade rougit. C'est un méchant, Holmes, et les méchants font ce qu'ils doivent faire. Le jury n'aura pas besoin de plus de précision. Je pensais simplement que vous voudriez savoir que l'affaire est pour ainsi dire close. Fermée. Les yeux de Holmes parcoururent brièvement le bord du journal. « Mon cher Lestrade, vous ne l'avez pas encore ouvert. » L'inspecteur se hérissa, murmura un « bonjour », raide et parti, me laissant une fois de plus perplexe face au dédain froid de Holmes. Mes propres doutes.
Cet après-midi-là, tandis que Holmes était plongé dans ses pensées, je ne pus m'empêcher de repenser à la théorie de Lestrade. Était-ce vraiment si impossible? Finch l'avait avoué après tout. C'était un voyou de la pire espèce, et les voyous s'entretuent souvent pour une bourse. Ne se pourrait-il pas que Holmes, passionné par la complexité, cherchait des dragons là où seuls les rats se cachaient? J'osai formuler cette pensée. « Holmes, dis-je, n'est-il pas possible que Lestrade ait raison? » Finch a avoué. On a retrouvé du jade. Pierce est mort. La ruine d'Elmsley, aussi pitoyable soit-elle, ne pourrait-elle pas être l'œuvre de simples voleurs, et non d'un vaste complot oriental? Holmes me fixa de ce regard perçant qui avait si souvent apaisé mes doutes. « Watson, vous êtes le miroir de la raison anglaise honnête, et c'est là que réside votre charme. Mais vous devez apprendre que lorsque les faits s'agencent trop soigneusement, c'est la main d'un faussaire, et non celle de la Providence. Souvenez-vous du fil de soie, du sifflet de roseau, de la lanterne fantôme. Ce ne sont pas des outils d'Ezra Finch. » Je ne pouvais pas discuter, et pourtant j'avoue qu'un coin de mon esprit penchait encore vers l'explication la plus simple. Un informateur inattendu. Ce soir-là, les choses prirent un nouveau tournant. Un garçon de la rivière, un de ces gamins en haillons que Holmes employait de temps à autre, arriva à Baker Street avec un mot, griffonné sur du papier bon marché. On pouvait y lire « Monsieur Holmes, si vous tenez à la vérité, venez seul au quai des Trois Grues à minuit. Demandez la salle de la lanterne. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Un ami. » Holmes le lut 2 fois, les yeux plissés. « La salle des lanternes. » Songea-t-il. « Watson, as-tu entendu la légende des docks selon laquelle, sous les anciens entrepôts, se trouvent des caves où les contrebandiers conservaient autrefois leurs marchandises de contrebande? L'une d'elles est connue sous le nom de salle des lanternes, car une lampe y était autrefois accrochée pour signaler la navigation des bateaux. Il semble que notre adversaire nous invite dans son antre. » J'ai protesté. « C'est sûrement un piège. » « Bien sûr que c'est un piège, » répondit calmement Holmes, « mais même les pièges peuvent révéler leurs secrets, à condition d'y entrer les yeux ouverts. Vous m'accompagnerez, Watson. Apportez votre revolver. » La salle des lanternes. Au coup de minuit, nous nous frayâmes un chemin à travers les ruelles ruisselantes jusqu'à un entrepôt en ruine dont les portes s'ouvraient sur la rivière. La marée claquait sur les poutres en contrebas, et le brouillard formait des volutes lentes autour des pilotis. La lanterne de Holmes éclairait notre chemin, tandis que nous descendions un escalier gluant menant à une cave voûtée, où l'air empestait la pierre humide et le moisi. Là, dans un renfoncement à moitié perdu dans l'ombre, se tenait une silhouette encapuchonnée. Une lanterne brûlait à ses pieds, projetant des ombres grotesques sur les murs. « Vous êtes Monsieur Holmes ?» murmura la silhouette d'une voix rauque. « C'est moi. Et toi ?» L'homme rejeta sa capuche en arrière. Ce n'était autre que Hargreaves, le vieux veilleur qui avait fui le fantôme. Son visage était gris, ses yeux scrutant avec effroi tous les recoins. « J'ai été un imbécile, monsieur, » murmura-t-il. « Je vous ai dit que j'avais vu un fantôme. » Ce n'était pas un fantôme, c'était Pierce. Je l'ai reconnu tout de suite, mais j'avais peur de le dire. Il me tuerait si je parlais. Mais maintenant que Pierce est mort, il me surveille toujours. Je n'arrive pas à dormir. Il faut que je le dise à quelqu'un. La voix de Holmes était basse et pressante. « Qui te surveille, Hargreaves ?» Le vieux soldat tremblait. « Les hommes de Huang. Je les ai vus une fois, parlant avec Pierce près de la porte d'eau. J'ai vu le jade non pas emporté, mais ramené dans l'entrepôt même qu'il avait quitté. Je le jure, monsieur, ils avaient l'intention de le cacher jusqu'à ce que le tumulte se calme. Le fantôme n'était qu'un masque, et j'étais le fou qu'ils ont trompé. Pierce les menait, mais il n'était pas un maître, il y avait un autre. » Il s'interrompit, les yeux écarquillés par une terreur soudaine. À cet instant, un sifflement strident retentit dans la rivière, aussi aigu et ténu que le gémissement que nous avions entendu auparavant. La lanterne au pied d'Hargreaves vacilla et s'éteignit. L'obscurité nous engloutit. « À terre, Watson. »
siffla Holmes. Nous nous précipitâmes derrière un tas de bois pourri au moment même où deux coups de feu retentirent, les balles projetant des étincelles sur la pierre. Dans l'obscurité, j'entendis un bruit de pas, un cri étranglé et le lourd plouf d'un corps jeté dans la rivière. Lorsque Holmes ralluma la lanterne, la salle des lanternes était vide, à l'exception de nous. De Hargreaves, il n'y avait aucune trace, si ce n'est une tache sombre sur les pierres, qui racontait sa sinistre histoire. Les conséquences. Nous émergeâmes dans le brouillard, secoués et silencieux. La rivière clapotait avidement contre les pilotis, comme si elle avait fait une nouvelle victime. Le visage de Holmes était pâle, mais ses yeux brillaient de cette lueur féroce que je n'avais vue que lorsque la partie était la plus périlleuse. Ils font taire leurs outils, Watson, un par un, dit-il d'un ton sombre. D'abord Pierce, maintenant Hargreaves. Finch ne survivra pas longtemps s'il sait quoi que ce soit d'important. Nous affrontons un ennemi qui ne laisse aucun témoin. Et pourtant, dis-je, qu'avons-nous gagné? Juste un autre cadavre et encore plus de peur. Non, mon cher, nous avons acquis des connaissances. Le jade n'a pas été emporté, mais dissimulé. Le fantôme était un masque destiné à dissimuler sa dissimulation, et non son enlèvement. Et maintenant, il marqua une pause, sa voix se réduisant à un murmure. Nous savons que la main de Wang pénètre plus profondément dans Londres que je ne le craignais. Mais qui est son partenaire anglais? À qui profitent ces tromperies? Voilà, Watson, l'énigme non résolue. Nous avons traversé les ruelles ruisselantes, le brouillard nous enveloppant comme un linceul. J'avoue que j'ai ressenti un poids sur mon cœur comme j'en avais rarement connu. Pour la première fois, j'ai craint que même l'intelligence incomparable de Holmes ne suffise pas face à un ennemi qui se cachait dans l'ombre et frappait sans pitié. Chapitre 8. Le plan de Holmes. Le meurtre de Hargreaves dans la salle de la lanterne jeta un voile sur l'esprit de fer de Holmes. Pendant 2 jours, il resta silencieux, arpentant notre salon, les mains jointes derrière le dos, la tête penchée, les lèvres fines pincées. Je me lançai dans des questions, mais je ne reçus que des murmures absents, ou un « Chut, Watson !» cinglant qui me renvoya à ma chaise, dans un silence contrarié. Pourtant, le 3e matin, alors que je rangeais le journal, il bondit brusquement de sa chaise avec toute l'énergie nerveuse d'un ressort relâché. Ses yeux brillaient, ses longs doigts tremblaient d'une excitation contenue. « L'attente est terminée, Watson, » dit-il. « Le fantôme a joué son dernier tour. À nous maintenant. » L'appât Holmes ne perdit pas de temps à mettre son plan à exécution. Il envoya une demi-douzaine de messages par messager, dont j'ignorais même le contenu. Il envoya ensuite Billy, notre page, chercher l'un des gamins dépenaillés de ces irréguliers de Baker Street, et lui murmura des instructions qui firent briller de joie le regard vif du garçon. Le soir, Holmes annonça notre départ. « Nous devons donner à notre adversaire l'illusion du triomphe, » expliqua-t-il. « Rien ne fait sortir le serpent de son trou aussi sûrement que la vue d'une proie trébuchant à son gueule. Ce soir, Watson, je jouerai le rôle de la proie. Vous serez mon témoin, et s'il le faut, mon vengeur. » J'avoue qu'un frisson m'a parcouru à ces mots, car j'avais rarement vu Holmes courtiser le danger avec autant de détermination. Un déguisement dans les docks. Nous partîmes après la tombée de la nuit. Holmes, transformé par son art du déguisement, en un matelot de rivière des plus rudes. Une casquette loqueteuse lui couvrait les cheveux. Son visage était maculé de crasse, et ses vêtements étaient amples et en lambeaux. Il se tenait avec la démarche chaloupée d'un homme habitué depuis longtemps aux planches mouvantes d'un quai. « Je suis Jem Hawkins ce soir, » murmura-t-il alors que nous descendions du taxi à Limehouse, un marin fauché, malchanceux, avide de participer à toutes les frasques. Toi, Watson, tu resteras à proximité, mais à l'écart, spectateur. Ne dis rien sans mon accord. Le filet est tendu, et le poisson doit croire que le ver est innocent. Nous nous sommes dirigés vers une taverne basse au bord de la rivière, le Tête de Dragon, un repère de marins, de voleurs et de dockers.
L'intérieur était empesté par la fumée de tabac et l'odeur du gin renversé. À une table d'angle étaient assis deux hommes dont l'apparence indiquait immédiatement qu'ils étaient mal intentionnés. L'un large et brutal, l'autre aux yeux bridés, les cheveux noirs tirés en arrière en une queue de pie graisseuse. Hawkins plutôt, s'est affalé jusqu'à leur table, a commandé du gin d'une voix éraillée et s'est mis à parler dans l'argot rauque du fleuve. Je me suis posté à proximité, un journal à la main, feignant l'indifférence tout en restant à l'écoute. J'ai entendu parler, dit Hawkins Holmes, d'un fantôme du côté de Limehouse qui transporte plus d'argent dans ses entrailles qu'un galion espagnol. S'il y a du travail, Jem Hawkins est votre homme. Les deux hommes échangèrent un regard. L'un brutal grogna, mais l'autre parla d'une voix basse et prudente. Les fantômes, c'est pas pour les gens comme toi, mon pote. Tiens-toi à l'écart de ces histoires, à moins que tu ne veuilles te faire un peu d'ordre. Holmes se pencha par-dessus la table. Je n'ai pas peur des fantômes, mais j'ai entendu parler des hommes de Huang, et j'ai entendu dire qu'ils payaient mieux qu'un salaire de docker. Qu'en dites-vous ? Au nom de Huang, l'homme aux yeux bridés sursauta. Il marmonna quelque chose dans une langue étrangère. L'homme brutal fronça les sourcils. « Tu parles trop, Hawkins. Si tu as déjà entendu ce nom, c'est que tu en as déjà trop entendu. » Holmes sourit, dévoilant des dents cassées qui n'étaient qu'un artifice de son déguisement. « Trop, ou juste assez pour me rendre utile. Je connais les marées, je connais les bateaux, et je sais garder le silence quand l'argent est dans la bourse. Confiez-moi le travail du fantôme, et vous ne le regretterez pas. » Les hommes le regardèrent en silence. Puis celui aux yeux bridés se leva brusquement. « Attends ici, dit-il. Si tu es ce que tu prétends être, on te donnera une chance. » Il sortit par la porte latérale. Holmes sirota son gin avec une parfaite indifférence, même si je vis à la crispation de ses mâchoires que la partie avançait rapidement. Une invocation dans le brouillard. Au bout de quelques minutes, l'homme revint et fit signe à Holmes. « Venez, dit-il sèchement. Vous aurez votre chance ce soir. » Holmes se leva en haussant les épaules, me jetant un bref regard, un regard qui m'incitait à le suivre de loin. Nous quittâmes la taverne et pénétrâmes dans le labyrinthe de ruelles embrumées par le brouillard. L'air empestait le goudron et l'eau stagnante. Nous arrivâmes enfin à un quai où une petite barque tanguait contre les pilotis. Deux autres silhouettes nous attendaient, l'une portant une lanterne, l'autre un rouleau de corde. « Voici la nouvelle main, » dit l'homme aux yeux plissés. Un ordre murmuré fut donné dans une langue que je ne connaissais pas, et Holmes fut brutalement poussé dans le bateau. Il trébucha, joua son rôle à la perfection, et se laissa tomber sur un banc en jurant. Je n'osai pas intervenir, mais suivis le bateau le long du quai tandis qu'il s'éloignait, restant dans l'ombre. Pendant quelques minutes, il descendit la rivière en silence, les rames s'inclinant avec une précision étouffée. Puis, d'un brusque virage, il glissa sous les portes béantes d'un entrepôt au bord de l'eau. Là, dans la pénombre, je distinguai à peine des piles de caisses et une lanterne suspendue qui projetait une lumière maladive sur l'eau. Le conseil des ombres Holmes fut traîné sur le rivage et poussé devant une silhouette qui se tenait au centre de l'entrepôt. Cet homme était grand, enveloppé dans une longue cape, et ses traits étaient à moitié cachés par la lueur de la lanterne. Pourtant, même dans l'ombre, j'aperçus l'éclat de la soie pâle à son cou. « Vous parlez de Wang, » dit l'homme froidement. « Comment se fait-il qu'un marin brisé connaisse ce nom ?» Holmes s'inclina avec une exagération ivre. « Un marin entend beaucoup de choses, maître. J'entends parler de jade, de fantômes, d'argent à en faire un riche. Je servirai quelqu'un qui fait ce genre de commerce. » L'homme l'observa longuement. Le service a un prix, la loyauté avant tout. La trahison rencontre le fleuve, comme Pierce et Hargreaves l'ont constaté. La tête de Holmes s'abaissa et il marmonna son assentiment avec son accent supposé. À un signal, les autres sortirent une caisse, fraîchement sortie d'un recoin secret. L'homme de haute taille l'ouvrit,
et même de loin, j'aperçus la lueur terne des sculptures de jade à l'intérieur. Les bibelots mis en gage par Lestrade n'étaient donc que des bagatelles. Le véritable trésor était toujours entre les mains des conspirateurs. Vous porterez ceci par bateau jusqu'aux étoiles célestes, ancré au large de Gravesend, dit le chef. Là, il outrepassera la loi anglaise. Échouez, et vous nourrirez les poissons. Holmes se pencha. Jem Hawkins fait ce pour quoi il est payé. L'évasion de Holmes. Le bateau était chargé. Holmes prit une rame, un autre homme la seconde. Ils s'éloignèrent dans le brouillard. Désespéré de le perdre, je me hâtai le long de la berge. Pendant un quart de mille, je maintins le rythme jusqu'à ce que Holmes surgisse soudain dans le bateau en poussant un cri. Il frappa son compagnon avec la rame, faisant chavirer l'embarcation dans un grand fracas. La caisse bascula dans la rivière avec fracas. Holmes disparut sous la surface. Je criai d'alarme, mais l'instant d'après, il se releva, s'accrochant au pilotis du quai. Les conspirateurs jurèrent et se précipitèrent, mais Holmes, avec l'agilité d'un chat, se hissa en sécurité et s'élança dans l'ombre où j'attendais. « Vite, Watson !» haleta-t-il. « On en a assez vu. Le jade est un appât, l'opium une proie. Le fantôme mène à Wang, et Wang mène au cœur même de Londres. Mais maintenant, nous avons dévoilé notre jeu, et l'ennemi saura qu'il est traqué. Il faut frapper avant qu'il ne frappe à nouveau. » De retour à Baker Street. L'aube approchait lorsque nous revînmes à Baker Street, trempés et épuisés. Holmes retira son déguisement et se tint devant le feu, le visage pâle mais exultant. « Le plan prend forme, Watson, » dit-il. « Il croit avoir testé une nouvelle recrue, mais en réalité, je les ai testés. Nous connaissons leur méthode, leur destination et l'ombre de leur maître. Il ne reste plus qu'à déclencher le piège. Et pour cela, je dois tisser un piège plus fin que toute la soie jamais tissée par Wang. » Il s'enfonça dans son fauteuil, croisant les doigts devant lui, les yeux brillants de la joie féroce du chasseur qui sent enfin la proie de près. Chapitre 9. Le rassemblement des ombres. Pendant plusieurs jours après sa périlleuse mascarade parmi les agents de Wang, Holmes était comme possédé. Il mangeait à peine, ne dormait que par intermittence sur le canapé et remplissait page après page de notes et de schémas que lui seul pouvait interpréter. La pièce de Baker Street était devenue un amas de cartes de la Tamise, d'horaires de navigation, de manifestes commerciaux chinois et de listes de noms griffonnés de sa petite écriture précise. Pourtant, si j'espérais une explication, j'ai été profondément déçu. Holmes devenait sec et évasif à chaque fois que je le pressais. « Patience, Watson », était tout ce qu'il disait. « Il faut tisser la toile avant de pouvoir montrer l'araignée. » L'obstination de Lestrade. Durant cet intervalle, l'inspecteur Lestrade nous rendit visite plus d'une fois, chaque fois plus exaspéré par le secret de Holmes. « Allons, Holmes », déclara-t-il un matin en frappant la table. « On a retrouvé la trace du jade, cette fois chez un courtier près du Strand. Il a été apporté par un Chinois, comme le jure le courtier. Cela prouve votre lien avec Wang, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas en finir avec cette affaire ?» Holmes le regarda avec cet amusement impassible qui exaspérait tant le Yard. « Alors Wang est à Londres? Ou plutôt, un malheureux Asiatique mis à contribution pour maintenir la piste? Mon cher Lestrade, vous poursuivez des leurres pendant que le vrai gibier vous passe sous le nez. » Lestrade rougit. « Nous avons les aveux de Finch, les notes d'Elmsley, et maintenant le témoignage de ce courtier. Que vous faut-il de plus? Une preuve, Lestrade, une preuve. » Holmes se leva et sa haute silhouette sembla emplir la pièce. « Vous avez des ombres et des échos. Je cherche la substance. » L'inspecteur partit, très furieux, en murmurant qu'un jour l'intelligence de Holmes causerait sa perte. La confession de Warfield. Le soir même, Sir Joseph Warfield réapparut à Baker Street, le visage hagard, les mains tremblantes. Il paraissait 10 ans plus vieux que la première fois que nous l'avions vu. « Monsieur Holmes, » dit-il d'une voix rauque, « je ne peux plus supporter ce fardeau.
Vous devez connaître toute la vérité. » Holmes lui fit signe de s'asseoir, mais sa voix était dure. « Parle alors. » Warfield enfouit son visage dans ses mains. « À Shanghai, il y a des années, je trafiquais avec Wang, non seulement du jade, mais aussi de l'opium. J'en ai tiré un profit considérable, mais lorsque j'ai voulu mettre fin à notre partenariat, il a juré que je ne lui échapperais jamais. La cargaison de jade était ma dernière transaction avec lui. Je comptais la garder pour moi, un ultime acte d'indépendance. Au lieu de cela, il m'a piégé, m'a contraint au silence par des menaces et, Dieu me pardonne, par le sang. Pierce était son agent, mais il était aussi le mien, car je cherchais à surveiller Huang à travers lui. Quand Pierce s'est retourné contre moi, j'étais perdu. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Et les notes qui condamnent Elmsley, c'est toi qui les as faites ?» Warfield secoua violemment la tête. « Non, je le jure sur mon honneur. Les hommes de Wang les ont forgées. Je n'ai voulu aucun mal à Elmsley. Je suis coupable de cupidité, certes, et de lâcheté, mais pas de meurtre. » Holmes l'observa longuement en silence. Il finit par dire « Vous avez dit plus de vérité ce soir qu'avant, mais je doute que ce soit l'intégralité. Je vous remercie néanmoins. Cela met en évidence le schéma. Rentrez chez vous, Sir Joseph, et verrouillez vos portes. La tempête n'est pas encore apaisée. » La poursuite silencieuse. Cette nuit-là, Holmes m'entraîna de Baker Street dans le brouillard une fois de plus. « Il y a un rat à Belgravia, Watson, » dit-il, « et il court au rythme de Huang. Voyons où il va. » Nous avons pris un taxi jusqu'à Warfield Square, et nous sommes cachés sous une arcade obscure en face de sa maison. Pendant des heures, nous avons observé, la brume perlant sur nos manteaux, les lampes éclairant faiblement la pénombre. Enfin, vers 2 heures du matin, une silhouette est apparue devant la porte de Warfield, emmitouflée dans une cape. Elle s'est déplacée rapidement, jetant des regards autour d'elle avec une hâte coupable, et s'est dirigée vers l'est. Holmes me toucha le bras. Le rat sort de son trou. « Viens, Watson. » Nous avons suivi un dédale de rue jusqu'à ce que la silhouette descende dans une pension miteuse près de la rivière. Là, elle frappa 3 fois à la porte, qui s'ouvrit pour la laisser entrer. Holmes m'entraîna dans l'ombre d'un escalier en face. « Voilà, Watson, le majordome de Warfield, » murmura-t-il. « Je m'en doutais. Même les maisons les plus fières peuvent abriter des trahisons en livrée. Voyons qui l'accueillera. » Au bout d'un quart d'heure, la porte se rouvrit et un autre homme en sortit. Il était grand, vêtu d'un manteau, et marchait d'un pas autoritaire. Une faible lueur de soie pâle perlait à son cou. La main de Holmes serra la mienne avec une intensité soudaine. « Voilà le lieutenant de Huang à Londres, si ce n'est l'homme lui-même. Le fantôme en chair et en os, Watson. Je pourrais le faire tomber maintenant, mais non. Il nous faut tout le nid, pas une seule araignée. Venez, nous vous suivrons. » Au cœur du web, nous suivîmes l'homme à travers le labyrinthe de ruelles jusqu'à ce qu'il pénètre dans un autre entrepôt au bord de la rivière. De l'intérieur parvinrent des voix étouffées, le raclement des caisses, le cliquetis du métal. Holmes se glissa jusqu'à une fenêtre et jeta un coup d'œil par une fente. « Écoute, Watson, » murmura-t-il. Je suivis son regard. À l'intérieur, à la lumière d'une unique lampe oscillante, je vis une 12aine d'hommes travailler. Certains portaient des balles, d'autres remplissaient des cartons de paquets enveloppés de toile cirée. À une table était assis le grand personnage au foulard de soie, les dirigeant d'un geste bref. À côté de lui se tenait le majordome, recevant les pièces dans un registre. Les yeux de Holmes lancèrent des éclairs. « Voilà votre fantôme, Watson. Pas un fantôme, mais une organisation. Contrebande, corruption, meurtre. Le jade n'est qu'un écran. Derrière lui coule le fleuve noir de l'opium, déversé de Shanghai à Londres sous le masque de la superstition. Et là, notre ennemi est assis, intrépide comme les reins. Pourtant, nous ne pouvons pas le prendre d'assaut avec 2 revolvers seulement. Il nous faut le yard, mais de telle manière que même l'estrade ne puisse pas commettre d'erreur. » Nous nous retirâmes en silence, mon cœur battant à tout rompre, mêlé de terreur et de triomphe.
Le plan de Holmes était désormais à portée de main. Holmes dévoilé. De retour à Baker Street, alors que l'aube se levait pâle sur les cheminées, Holmes se tenait devant le feu, son visage illuminé par la joie féroce de la certitude. « Watson, dit-il, l'affaire est close. L'indice caché ne résidait ni dans le jade ni dans les fantômes, mais dans la soie qui liait Pierce, qui tapissait les caisses, qui luisait au cou de notre adversaire. Du début à la fin, elle était le fil qui a soudé toute la toile. Wang ne se montrera peut-être jamais à Londres, mais son écriture est évidente. Ce soir, je tendrai le piège, et demain, le fantôme de Limehouse aura disparu. » Il s'enfonça dans son fauteuil, croisant ses longs doigts devant lui, et dans le calme de ce matin gris, je sus que le point culminant de notre aventure était proche. Chapitre 10. Le piège est tendu. J'ai souvent eu le privilège d'accompagner Holmes dans des situations extrêmement périlleuses, mais je me souviens rarement d'une occasion où ses préparatifs m'aient semblé plus méticuleux ou plus effrayants que ce jour où il résolut de tendre le piège au prétendu fantôme de Limehouse. La découverte du lieutenant de Wang et la vue de cet entrepôt clandestin l'avaient poussé à agir avec détermination. Dès son lever, Holmes se déplaça avec une précision irrésistible. Il rédigea des notes avec une rapidité étonnante, les scella et les expédia par messager dans divers quartiers de la ville. J'appris que certaines étaient destinées à des fonctionnaires discrets du ministère de l'Intérieur. Une autre à l'estrade, rédigée en termes si concis qu'elle ne supportait aucun retard. « Voyez-vous, Watson, » expliqua-t-il en versant du café fort dans sa tasse, « un serpent d'une telle taille ne peut être coupé par la queue. Il faut lui écraser la tête. Si nous arrêtons une poignée de rats des docks, Wang ne fera qu'en engendrer d'autres. Mais si nous saisissons d'un seul coup la cargaison, les registres et le lieutenant lui-même, nous lui sectionnerons l'artère qui le nourrit à Londres. Pour cela, nous avons besoin de la cour, mais Dieu nous garde. Nous devons les guider comme on guide un enfant sur une voie publique. » Les angoisses d'un ami. J'avoue que le calme de Holmes me glaça plus que n'importe quelle tempête d'excitation. Il parlait comme quelqu'un qui répétait un problème d'échec, tandis que mon imagination fourmillait d'images de couteaux étincelant dans le brouillard, ou d'un cordon de soie se resserrant autour de son cou comme il l'avait fait autour de celui de Pierce. « Holmes, dis-je, n'est-ce pas un risque trop grand? Ces hommes ont déjà commis des meurtres. Ils recommenceront s'ils sont acculés. Il serait sûrement plus prudent d'informer la cour et de les laisser débarquer en force. » Holmes sourit faiblement. « Mon cher Watson, vous avez cerné le danger. Une force de police débarquant sur Limehouse serait aussi subtile qu'une fanfare dans un monastère. Les oiseaux s'envoleraient avant même que la première matraque ne soit levée. Non, cela exige de la délicatesse. Un appât, un leurre et un piège. Et pour appât, qui de mieux placé que votre humble serviteur? J'ai protesté avec enthousiasme, mais Holmes m'a fait signe de me taire. Assez. Tu joueras ton rôle et il ne sera pas le moindre. Mais n'aie pas peur. Je n'ai aucune intention d'offrir ma gorge à leur laisse de soie. Ce soir, nous jouons le dernier acte de leur pantomime fantomatique. Et moi, Watson, je serai le fantôme. Préparation. Au cours de la journée, Holmes rassembla les outils de son stratagème. De son armoire à pharmacie, il sortit une fiole d'un liquide âcre dont la vapeur, expliqua-t-il, éteindrait les lampes sans trahir leur cause. D'une malle, il sortit un rouleau de cordes, une paire de lanternes sombres et une robe orientale en soie blanche qui, lorsqu'il la jeta sur ses épaules, lui donna une apparence étrange et spectrale dans la pénombre. « Voyez-vous, Watson, dit-il avec une pointe d'humour noir, le fantôme de Limehouse marchera ce soir, mais il marchera à mon ordre. » À la tombée de la nuit, Lestrade arriva lui-même à Baker Street, le visage rouge et indigné d'être sommé de faire le tour, mais manifestement curieux. « Holmes, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda-t-il. « Votre mot parlait de contrebandiers, de meurtriers et de preuves suffisantes pour les pendre tous. Si c'est encore une de vos mises en scène, par le ciel. » « Vous aurez vos preuves, Lestrade, » l'interrompit Holmes. «
Amenez une demi-douzaine d'hommes triés sur le volet en civil. Postez-les près du vieux quai de la Lantern Room à minuit. Ne bougez pas avant d'avoir entendu mon signal, un triple coup de sifflet. Si vous bougez plus tôt, la proie s'échappera et vous en serez responsable. Comprenez-vous ? Lestrade grommela, mais finit par acquiescer. Très bien, Holmes. Mais si ça tourne mal, ne pense pas que je m'en charge. Le sourire d'Holmes était hivernal. Si ça tourne mal, mon cher inspecteur, il ne restera plus personne pour assumer quoi que ce soit. Dans le brouillard une fois de plus. Peu avant 11 heures, nous sommes partis pour Limehouse. Un épais brouillard étouffait les lampes et étouffait tous les bruits. Holmes, enveloppé dans sa robe blanche et portant sa lanterne sourde, ressemblait véritablement à une apparition tandis qu'il avançait à mes côtés. « Watson, dit-il, doucement, ta place est à mes côtés jusqu'à notre séparation. Ensuite, tu devras faire demi-tour jusqu'à l'allée près de la porte d'eau. Garde ton revolver armé et fie-toi au signal. Ce soir, tu assisteras à un spectacle de premier ordre. » Nous atteignîmes le quartier des entrepôts sans encombre. Holmes éteignit sa lanterne et se fondit dans l'ombre, sa silhouette spectrale se détachant sur le brouillard. Je me dissimulai derrière une pile de barils de goudron, le cœur battant la chamade. Pendant quelques minutes, tout resta immobile, à l'exception du clapotis de l'eau contre les pilotis. Puis, de l'intérieur de l'entrepôt, une pâle lueur jaillit. La porte latérale s'ouvrit et plusieurs silhouettes en sortirent, l'une portant une lanterne. Elles se dirigèrent vers le quai, où un bateau était prêt. À leur tête marchait l'homme de haute taille au foulard de soie. « Vite, murmura-t-il, la marée nous est favorable. Chargez les balles et partez avant l'aube. »